Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez l'autre direct et aujourd'hui nous sommes en compagnie de Pierre Moscovici, commissaire européen, bonjour. Bonjour. En France, on entend beaucoup en ce moment cette musique de la France est de retour, beaucoup entonnée par les proches d'Emmanuel Macron, les députés, les ministres. Est-ce que vous, de Bruxelles, vous constatez un changement dans la perception que peuvent avoir les instances européennes de la France? Je ne suis pas totalement à l'aise avec cette thématique parce que France is back, la France n'était jamais sortie des radars. Ne faisons pas comme si la France avait disparu. La France a toujours été un grand pays de l'Union européenne. C'est le deuxième pays de l'Union européenne après le Brexit. C'est un pays membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est un pays nucléaire. C'est un pays membre du G7, du G20. La France a toujours été là et elle a eu une politique européenne honorable. Mais ce qui est vrai, c'est que la France va mieux, comme l'Europe va mieux. Son économie va mieux. La croissance était à 2% en 2017. La croissance de l'Union européenne à 2,5%. Les déficits passent en dessous de 3%. Les déficits de la moyenne de l'Union européenne sont à 0,9% pour la zone euro. La France va mieux et elle porte une voie européenne forte. Tant mieux. Mais on est convalescent, on n'est pas encore le premier de la classe qui peut... D'une part, l'économie française reste convalescente. Ça va nettement mieux, mais il y a encore des efforts à faire. Ne pensons pas, par exemple, qu'il y a je ne sais quelle cagnotte à distribuer. C'est absurde. Quand on est à 2,6%, quand la moyenne de la zone euro est à 0,9%, commencer à distribuer de l'argent qu'on n'a pas, parce que c'est beaucoup dû à des recettes fiscales qui sont arrivées, à un contexte de taux d'intérêt extrêmement bas, une croissance forte, ça n'aurait pas grand sens. Et il faut maintenir les efforts de crédibilité. Mais bon, qu'il y ait une volonté française de leadership, je m'en réjouis, parce qu'on a besoin d'une voix française qui soit forte, qui soit ambitieuse, qui soit portée. De ce point de vue-là, Emmanuel Macron est plus vocal que ne l'était son prédécesseur. Il faut aussi que les résultats soient au rendez-vous. Bon, il y a énormément de réformes. Ça va plutôt dans le sens de ce que demandait la Commission européenne sur la réduction des déficits. Il faut arrêter cette idée que les réformes se font parce que Bruxelles le demande ou parce que Bruxelles l'ordonne. Ce qu'on entend aujourd'hui, hein, ça n'a pas de sens. Le contexte français, c'est la réforme de la SNCF. Ça n'est pas Bruxelles qui impose la réforme de la SNCF. L'ouverture de la concurrence a été décidée, mais ce sont les États membres qui décident du rythme, des modalités de cette ouverture à la concurrence, qui est d'ailleurs plutôt en soi une bonne chose, et qui n'est pas synonyme de privatisation. On peut très bien avoir une modernisation du service public, une modernisation de l'entreprise, et une concurrence qui soit maîtrisée. On peut transformer le statut de l'entreprise sans la privatiser. Et si on réforme l'entreprise, il faut le faire avec les salariés dans le dialogue et dans le respect. Mais vous, commissaire européen, si demain la France décide de nationaliser la dette de la SNCF, vous allez tiquer. Vous allez dire, attendez, il y a un problème. Après, il y a autre chose. Donc, c'est pas l'Europe qui impose des réformes, mais en revanche, il y a des règles communes. Ces règles communes ne sont pas non plus imposées par Bruxelles. Elles proviennent de traités qui ont été acceptés par les États membres, votés par les parlements. Par exemple, moi je suis responsable de la surveillance budgétaire, la fameuse règle des 3%, elle figure dans ce qu'on appelle le 2-pack et le 6-pack, le traité de stabilité de croissance, mais c'est 3%. Qui a été voté par la France, et à travers d'ailleurs deux majorités, une majorité de gauche et une majorité de droite, et c'est une règle de bon sens. Vous savez, moi je suis un socialiste, je le reste, mais j'ai toujours été hostile à la dette publique. La dette publique, c'est vraiment la dépense la plus bête qui soit. Tout euro qu'on consacre à rembourser une dette est un euro en moins pour l'hôpital, pour les EHPAD, pour la sécurité, pour la justice, pour l'économie, pour la jeunesse. C'est l'argent qu'on consacre à rembourser la dette est de l'argent perdu. C'est les services publics en moins. Et donc, limiter les déficits, c'est pas imposer je ne sais quelle austérité, c'est retrouver des marges de manœuvre pour les services publics à condition d'avoir une politique de dépenses publiques qui soit intelligente, c'est-à-dire maîtrisée, mais avec des vraies priorités qui sont les priorités de l'avenir pour la France. Si on devait nationaliser la dette de la SNCF, c'est 40 milliards. Est-ce que vous fermeriez un petit peu les yeux sur le dépassement des 3%? Ce n'est pas à moi de le faire. Il y a un organisme indépendant qui s'appelle Eurostat, qui jugera ça à partir de règles bien précises. C'est le frein. On dit qu'on ne peut pas, sinon on sort de notre trajectoire de réduction des déficits. Peut-être peut-on rendre les deux compatibles, je ne sais pas. Mais ça dépend justement du travail des autorités françaises, des décisions de l'État français. Je ne veux pas les préempter.
Vous évoquiez les transpositions de directives. Il y en a une en ce moment qui est en cours en France sur le secret des affaires. C'est une loi qui est en ce moment travaillée au Parlement. Globalement, les lanceurs d'alerte ou les médias disent que c'est une loi finalement qui va profiter aux grandes entreprises qui pourront faire leur business de manière encore plus opaque qu'avant. Est-ce que c'est le sens de cette directive? Comment vous la justifiez, cette directive secret des affaires? C'est pas le sens de la directive, et je ne connais pas dans le détail le débat tel qu'il se déroule au Parlement français. Mais je veux dire une chose extrêmement claire. Je suis commissaire à la fiscalité. Et j'ai eu à faire des propositions, par exemple la fameuse taxe dite GAFA sur les grandes entreprises du numérique. J'ai eu à lutter et j'ai à lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, et on a fait plus de progrès en 3 ans qu'au cours des 20 années précédentes. Et je veux saluer le travail des journalistes. S'il n'y avait pas le consortium international de journalistes qui a mis à jour les LuxLeaks, les Bahama Leaks, les Panama Papers, les Paradise Papers, alors on n'aura pas fait autant de progrès qu'on a fait ces dernières années. Donc comment expliquer d'avoir mis aussi longtemps pour découvrir qu'il y avait des paradis fiscaux dans l'Union européenne? Il est vital que la presse puisse travailler librement sur ces sujets, qu'il n'y ait aucune restriction, parce que ce travail concourt au bien public. C'est aussi simple que ça pour moi. Après, on n'a pas découvert la fraude et l'évasion fiscale, mais quand un scandale arrive, on ne parle pas de fraude et d'évasion fiscale en général. On montre où elle est, on montre de quoi il s'agit, on montre qui le fait et comment il le fait. Et ensuite, on peut agir de manière précise. Chaque fois qu'il y a eu, au fond, un grand scandale, il y a eu une directive de réponse de l'Union européenne. C'est ce qu'on appelle le country-by-country reporting, c'est-à-dire la transparence des données comptables et fiscales des multinationales. C'est la fin du secret bancaire avec l'échange automatique d'informations. C'est une loi qui impose la transparence aux intermédiaires, aux avocats, aux conseillers juridiques, aux conseillers financiers quand ils vendent des montages de planification fiscale agressive. C'est la première liste noire pan-européenne de paradis fiscaux. Il n'y en avait jamais eu auparavant. C'est la taxe dite GAFA, la taxe sur les grandes entreprises du numérique. On est en train de faire des progrès de géants, et ça, c'est le travail conjoint d'une opinion publique internationale, du rôle des médias, des ONG, de la pression du Parlement européen, de la force de la Commission, que je m'efforce d'incarner. Et pour que ça continue, il ne faut pas qu'il y ait la moindre entrave à la liberté de la presse, au travail des journalistes, ou d'ailleurs à l'action des lanceurs d'alerte. Merci beaucoup Pierre Moscovici. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de l'Autre Direct. D'ici là, bonne journée à tous. Au revoir.